Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un petit podcast sur l'assassinat de la famille Romanov. Nous sommes le 17 juillet et donc il y a un peu plus d'un siècle, jour pour jour, la famille Romanov, dernière famille impériale de Russie, se retrouvait assassinée donc dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 par les communistes russes qui étaient les soldats qui surveillaient la famille dans leur dernière demeure, la villa Ipatiev, qui se trouvait dans la ville d'Ekaterinbourg. Alors cet assassinat se passa mal, ça tourna à la boucherie, c'est un crime absolument insoutenable, insupportable, et je vais en faire un récit détaillé parce qu'on ne l'expose en général pas beaucoup. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre toutes ces horreurs, je préfère vous dire de ne pas écouter ce podcast. Alors l'assassinat de la famille Romanov, ça va déboucher sur l'Union soviétique, qui va ensuite être une usine à massacrer des chrétiens. Et ce communisme va évidemment massacrer tout un tas de personnes, en particulier notamment les chrétiens, parce qu'à l'époque, tous les Européens sont chrétiens, les Russes aussi bien sûr. Et il y aura ensuite d'autres massacres qui seront faits en Asie du Sud-Est, etc. Cet aspect qu'on présente évidemment sur un plan politique, il a des origines religieuses. Et on peut dire que c'est même un conflit religieux. Et c'est le combat entre deux forces qui s'affrontent, et que j'appelle les forces judéo-maçonniques d'une part, et puis les forces chrétiennes de l'autre. Alors au début du XXe siècle, la France, elle est sous les forces judéo-maçonniques. Vous avez le conflit, le combat qu'il y a entre la République et même le monde du clergé au XIXe siècle. Et à chaque fois qu'on regarde un combat, une bataille, vous allez toujours retrouver, grosso modo, cet aspect-là dans le monde occidental, c'est-à-dire l'opposition entre les forces judéo-maçonniques et les forces chrétiennes. J'ai pas dit entre les juifs et francs-maçons et les chrétiens parce qu'il y a y en a certains qui sont pas juifs et qui vont être plutôt de valeurs maçonniques, etc. Donc je parle plutôt de valeurs. Alors il se passe l'année précédente quelque chose de très intéressant. Il y a les fameux miracles de Fatima, où la Vierge Marie apparaît aux trois enfants de Fatima et va donner trois prophéties. Et l'une d'elles, c'est que si la Russie ne revient pas au christianisme, alors il y aura une deuxième guerre mondiale encore plus forte que la première. On est en 1917, la première guerre mondiale a donc déjà commencé. Elle va se terminer évidemment l'année d'après. Et ce qui va se passer, c'est que la Russie chute, avec l'assassinat de la famille Romanov notamment, mais déjà avec la révolution d'octobre 1917. Et évidemment, on a la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que l'Allemagne et l'Autriche donc, deviennent les derniers rares pays à être encore chrétiens, au niveau du pouvoir, bien sûr. Et avec tous les problèmes économiques de l'après-première guerre mondiale et de ce genre de choses, l'Allemagne se trouve dans un état catastrophique. Et évidemment, le nazisme viendra là pour essayer de se débarrasser des problèmes créés par les marxistes. Alors problème avec l'idéologie marxiste-communiste, avec Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, et puis problème aussi avec les banques privées américaines, juives notamment, pas toutes, mais enfin quasiment, qui tiennent l'Allemagne en dette. Et évidemment, c'est contre celle-là que Hitler va dire « nous allons nous libérer et nous débarrasser de cette finance internationale juive ». Et donc le nazisme apparaît alors. Alors pour resituer un petit peu le contexte, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, c'est-à-dire un peu moins d'un an après la révolution d'octobre, la famille impériale vit dans la demeure de Ekaterinbourg. Aux alentours de minuit, donc quelque chose comme ça, il y a des gardes qui viennent réveiller la famille et qui leur disent qu'ils vont devoir changer de demeure. Alors ils étaient depuis plusieurs semaines dans cette demeure, mais qui était une prison dorée puisqu'elle était gardée. Alors il y avait des gardes bien sûr, certains même finissaient par communiquer avec la famille puisqu'ils se trouvaient ensemble. Et de cette situation en fait épouvantable, ils vont être obligés de massacrer cette famille. Alors ce qui se passe, c'est que ils sont conduits, au lieu d'être conduits ailleurs, hors de la demeure, ils sont conduits au sous-sol. Et puis il y a donc le responsable, Yakov Yurovsky, qui va leur lire la déclaration qu'il a reçue
et donc qui est une condamnation à mort où ils doivent être exécutés. Alors Yourovski avec le reste de son escouade. Donc il ordonna à tous les prisonniers de se lever. Se plaçant devant le tsar et tenant à la main la déclaration d'exécution, il déclara « Étant donné que vos proches poursuivent leur offensive contre la Russie, le soviet régional de l'Oural a décidé de vous condamner à mort. » Nicolas, donc l'empereur russe, regarda fixement en arrière et bredouilla, incrédule. « Seigneur, ô mon Dieu !» Il hésita un instant, se tourna vers sa famille, puis revint vers Yourovski. « Ô mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne te comprends pas, relis-le. » Yourovski tenta de relire l'ordre, mais le tsar l'interrompit. « Quoi ?» Yourovski froissa l'ordre dans sa main et dégaina son pistolet de l'autre. « Ça !» s'exclama-t-il en appuyant sur la gâchette. La balle sortit du canon de l'arme avec un coup de tonnerre retentissant, percutant la poitrine du tsar qui explosa dans un jaillissement cramoisi. Soudain, tous les membres de l'escouade se mirent à tirer rapidement avec leurs pistolets sur le corps du tsar. Nicolas s'effondra sur le sol, une flaque rouge se formant rapidement autour de son corps. Personne ne suivit l'ordre de ne tirer que sur la victime qui lui avait été assignée. La pièce se remplit rapidement de fumée, rendant les autres victimes difficiles à discerner. Yourovski hurla à ses hommes de viser les autres victimes, mais en vain. Les tirs rapides et mal dirigés commencèrent à ricocher et quelques membres du peloton d'exécution furent légèrement blessés. Lorsque la fumée commença à se dissiper, le médecin de l'impératrice, Botkin, le chef cuisinier Karitonov et le valet de pied du tsar, Alexei Troup, furent gravement blessés, mais pas morts. La première salve avait envoyé des balles dans les membres inférieurs du docteur Botkin qui, bien que blessé, avait tenté de jeter son corps devant le tsar, ne réalisant probablement pas qu'il était déjà mort. Troup s'était effondré à genoux, touché au fémur et à la cuisse. L'un des bourreaux, voyant l'ancien valet de pied du tsar à genoux sous la fumée, mit fin à ses souffrances en lui tirant quelques balles bien placées dans le crâne. Un autre bourreau tira plusieurs coups de feu successifs sur l'ancien chef de la famille impériale, Karitonov. Les balles l'atteignirent avec une telle force que Yourovski dira plus tard « Il s'est assis et est mort sur le champ ». Malgré tous les tirs dirigés contre le tsar, l'impératrice, Alexei, les filles et Anna Demidova, la femme de chambre et l'impératrice, étaient tous encore bien vivants. Ermakov, voyant cela, balança son pistolet Mauser sur la tête de l'impératrice. En voyant le canon de l'arme, elle tenta de se mettre en croix, mais elle n'était qu'à mi-chemin lorsque Ermakov appuya sur la gâchette. Sa tête littéralement explosa, recouvrant Ermakov de son sang. La force de la balle la projeta violemment en arrière et son cadavre s'écrasa sur le sol. La tuerie était loin d'être terminée. Lorsque les tirs commencèrent, les filles du tsar restèrent figées sur place, incapables de comprendre ce qui leur arrivait. Marie, la fille qui quelques semaines auparavant avait partagé son gâteau d'anniversaire avec l'un des gardes, s'était détachée du groupe et avait projeté son petit corps contre la double porte verrouillée au fond de la pièce. Elle avait frappé contre la porte, fait vibrer la poignée et crié à l'aide. Aucune aide n'était venue. Entendant le vacarme, Ermakov se tourna vers Marie. Son Mauser étant vide de balles, il plongea sa ceinture dans l'un de ses autres pistolets et tira un coup de feu mal visé. La balle l'atteint à la cuisse et elle s'effondra sur le sol, tachée de sang, blessée mais encore vivante. Il se tourna alors vers la servante de l'impératrice, Anna Demidova, toujours figée par la peur, et tira plusieurs coups de feu. Les balles l'atteignirent en haut de la cuisse, brisèrent l'os et l'envoyèrent s'écraser sur le sol, sans doute dans d'atroces souffrances, mais en vie. À ce moment-là, une fumée âcre et toxique envahit la pièce. Les bourreaux ne virent presque plus rien et s'étouffèrent dans les fumées de la poussière de plâtre. Constatant que les tirs étaient au mieux désordonnés et craignant pour la sécurité de ses hommes, Yourovski ordonna l'arrêt des tirs, les yeux piquants à cause de la poudre, les poumons brûlants à cause des fumées toxiques. Yourovski ouvra les portes de la salle du sous-sol et ses hommes sortirent de la salle en titubant dans le couloir. Paul Medvedev s'effondra contre le mur du couloir et commença à vomir. Il s'affaissa encore, le visage pâle, et commença à convulser. Il n'était pas le seul, au moins quelques autres hommes avaient fait de même. Dans la pièce, les victimes n'étaient pas mortes.
certaines se desséchaient sur le sol en criant à l'agonie. Malheureusement, la douleur ne faisait que commencer. Yurovsky attendit quelques instants que les fumées se dissipent et rentra dans la pièce avec Alexei Kabanov, le sanguinaire Ermakov, Koudrine et son second, Nikouline. Lorsque les hommes franchirent le seuil, ils constatèrent que le docteur Botkin n'avait pas péri. Sur le sol couvert de sang, le médecin gravement blessé tentait de se relever. Yurovsky traversa la mare de sang en appuyant le canon de son pistolet Mauser sur la tempe du médecin et appuya sur la gâchette. La balle traversa la tête de Botkin et sortit par la partie inférieure droite de son crâne, la force provoquant la chute du corps sur le sol. Le jeune Alexei, âgé de 13 ans, était toujours assis sur la chaise où son père l'avait placé, le regard terrifié, éclaboussé par le sang de son père. Cette fois, c'était au tour de Nikouline. Les mains tremblantes, Nikouline leva son pistolet Browning vers la poitrine du petit garçon et vida le chargeur. Curieusement, cela ne sembla pas faire grand-chose. Alexei restait sur la chaise. Une autre balle du Mauser de Yurovsky fit s'effondrer le petit corps sur le sol. Et pourtant il vivait encore. Les deux hommes n'avaient plus de balles, Yurovsky cria à Ermakov d'achever le garçon. Ermakov sortit sa baïonnette Mosin Nagant de sa ceinture et commença à plonger la lame triangulaire dans le corps du petit. Alexei se débattait contre chaque coup, comme s'il refusait de mourir. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un miracle. À l'insu de Yurovsky, Alexei portait une sous-chemise dans laquelle avaient été cousus des joyaux royaux, créant ainsi un gilet pare-balles. La baïonnette avait probablement glissé sur la surface dure des bijoux. Incapable de rester plus longtemps sans réagir, Yurovsky sortit un second pistolet de sa ceinture, un Colt américain cette fois, écarta Ermakov et tira 2 balles dans la tête d'Alexei, mettant fin à sa courte vie. Les hommes se tournèrent ensuite vers les filles du tsar, qui étaient toujours bien vivantes, seule Marie étant blessée. Les 3 hommes ouvrirent le feu sur les filles, mais les balles semblaient simplement rebondir sur leur corps. Olga et Tatiana s'enlacèrent en criant et en pleurant. Yurovsky commença à marcher vers les filles, mais il glissa dans le sang. Se redressant, il se plaça derrière Tatiana, plaça son colt contre sa tête et appuya sur la gâchette. La balle arracha littéralement le visage de la jeune fille et recouvrit de matière cérébrale sa sœur Olga qui hurlait. Voyant Tatiana morte, Olga tenta de se relever, mais Ermakov, qui était couvert de sang, dut ressembler à un démon fou. Il lui donna un coup de pied dans la poitrine et la fit tomber par terre. Il lui déchargea son revolver Nagant dans la tête. Ermakov se tourna ensuite vers Marie, qui était toujours allongée sur le sol et qui suppliait qu'on l'aide. Ermakov bondit sur la pauvre fille avec sa baïonnette et tenta de lui enfoncer la lame dans la poitrine. Il enfonçait encore et encore la lame dans son corps, mais elle vivait toujours. La baïonnette n'avait pas réussi à couper son corsage. Elle fut finalement achevée, du moins c'est ce qu'on croit, d'une balle dans la tête. Une fois Marie maîtrisée, l'une des filles vivait encore. Anastasia avait reculé dans un coin de la pièce. Une fois de plus, Ermakov, baïonnette à la main, saisit la jeune fille de 17 ans et la poignarda à plusieurs reprises dans la poitrine. Yurovsky écrira plus tard qu'elle se débattait désespérément en criant et en se battant pour repousser la lame de la baïonnette. Une fois de plus, la baïonnette d'Ermakov semblait avoir peu d'effet. Elle fut finalement achevée d'une balle dans la tête. Tout comme leurs frères, les grandes duchesses portaient toutes des sous-vêtements sur lesquels étaient cousus les joyaux royaux. Pendant un court instant, tout fut calme. Puis soudain, la servante Anna Demidova, qui s'était seulement endormie, se réveilla et tenta de se relever. Elle se serait exclamée « Dieu m'a sauvé !» Elle se trompait. Ermakov lui enfonça sa baïonnette dans la poitrine et elle tomba sur le sol, morte. Une fois la tuerie terminée, les hommes firent le point sur ce qu'ils avaient fait. La salle n'était plus qu'une mer de sang.
Ermakov n'en avait pas fini et enfonça sa baïonnette avec une telle force dans le corps sans vie du tsar qu'elle se cloua au sol. Il retira ensuite sa baïonnette et fit de même avec l'impératrice. Yourovski et Koudrine vérifièrent ensuite le pouls de chacun pour s'assurer qu'ils étaient bien morts et quittèrent la pièce. L'exécution avait duré 10 minutes. Yourovski ordonna à Koudrine de prendre la relève et de superviser l'évacuation des cadavres vers un camion en attente. Il était prévu de jeter les corps dans un puits de mine abandonné dans la forêt. Yourovski quitta ensuite les lieux du crime et fut retrouvé plus tard allongé sur un canapé, une compresse froide sur le front. Koudrine réunit un homme de garde et commença à enlever les corps. Quelques-uns des gardes, voyant le carnage, vomirent et quittèrent la pièce. Ces hommes, vétérans endurcis de la Grande Guerre, ne pouvaient pas digérer ce qu'ils avaient vu. Bien que Yourovski et Koudrine avaient affirmé plus tard qu'ils avaient cherché des signes de vie, ils n'avaient pas fait du bon travail. Marie et Anastasia étaient encore en vie. Lorsque les gardes tentèrent de déplacer les corps des deux jeunes filles, celles-ci se mirent à crier et l'une d'elles se jeta les mains sur le visage. Une fois de plus, le monstre qu'était Ermakov, voyant que ses victimes étaient vivantes, s'empara du fusil de l'un des gardes et commença à enfoncer la lame de la baïonnette fixe dans leur corps. Une fois de plus, la baïonnette ne parvenait pas à pénétrer les corsages. Il retourna le fusil et en écrasa la crosse sur leur visage à plusieurs reprises jusqu'à ce que leurs cris soient étouffés. Les deux jeunes filles moururent enfin. Voilà dans quelles conditions les choses se sont passées. Aujourd'hui, la demeure d'Ekaterinbourg est détruite et elle a été remplacée par une église. Et ça vous montre un petit peu la barbarie communiste et quels sont le type de personnes qui ont pris le pouvoir au début du XXe siècle, bien sûr, et comment ensuite l'Union soviétique est arrivée avec des malades psychopathes qui se retrouvaient au pouvoir. Voilà, c'est tout pour ce podcast et ce qui nous fait réfléchir sur la barbarie communiste. Merci pour votre attention.